Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine au cinéma. Pour en parler, nous recevons une comédienne qui fait une entrée fracassante dans le monde des réalisatrices, Barbara Schulz, dont le premier film, Le secret de Khéops avec Fabrice Lucchini et Julia Piaton, sort en salle ce mercredi. Nous parlerons longuement avec elle de cette comédie d'aventure très ambitieuse et très réussie, sa genèse et sa réalisation. Et puis nous reviendrons avec mes deux autres invités, Clara Géliot et Pascaline Potvin, sur les cérémonies des Césars et des Oscars, avec leur lot de déception et d'enthousiasme qu'ils ont apporté ce week-end. Et puis en fin d'émission, bien entendu, le coup de cœur de mes trois invités, à la fois les films sortis en salle et les séries télévisées. Le club Le Figaro Culture avec Barbara Schulz, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Clara Géliot, vous êtes traînée sur ce plateau, votre nouveau statut de rédactrice en chef adjointe des pages culture du Figaro Magazine. Vous occupez notamment, bien sûr, de cinéma. Pascaline Potvin, vous êtes chef de service culture. Madame Figaro, vous occupez aussi de cinéma et de musique, notamment. Et bonjour Barbara Schulz. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Alors, on vous connaît comme comédienne au théâtre depuis presque une trentaine d'années, il faut bien le dire. Ben oui, on se souvient notamment de cet automne avec Comme il vous plaira de Shakespeare, qui après avoir triomphé la Pépinière a continué à triompher à Hébertot. On vous connaît évidemment comme actrice de télévision, actrice de cinéma. L'année dernière, ou il y a 2 ans, les films de Pascal Thomas et Nicolas Vanier. Et puis là, vous faites irruption derrière la caméra, non plus devant la caméra, avec un premier film, mais qui n'est pas un premier film d'auteur fait avec des bouts de ficelle comme ça peut arriver, mais une énorme production, une grande comédie d'aventure, Le secret de Khéops, avec un casting, Fabrice Lucchini, qui n'est pas le dernier des acteurs, et Julia Piaton, qui est assez extraordinaire comme comédienne. Une troupe avec vous très imposante, très impressionnante, avec Guillaume Schiffman, qui est un des plus grands chefs-op du cinéma français, avec un co-scénariste, Jérôme Tonnerre, qui a signé parmi les plus beaux films d'aventure français. Alors, d'abord, pourquoi vous passez derrière la caméra et comment vous avez fait pour monter une telle production pour un premier film? Alors, comment? Je ne sais pas exactement. Ah bah, il va falloir répondre quand même. Non, si. Ce que je veux dire, c'est comme ceux qui vont gravir l'Everest, ils ne regardent pas tout en haut, ils mettent un pied devant l'autre, et puis à la fin, ils sont en haut de l'Everest, quoi. Mais le désir de réalisation, il a toujours été là. Pendant des années, j'étais actrice, ça m'occupait beaucoup, et peut-être un sentiment d'imposture ou de se dire ben non, pourquoi moi, comment je vais faire. Et c'est en 2017, quand j'ai réalisé mon premier court-métrage, que vraiment, j'en ai fait qu'un d'ailleurs, mais qui s'appelait Le Malheur des autres, avec Jackie Berroyer, qui avait été acheté par France Télé, et après on avait fait plein de festivals, j'avais eu des prix, et j'avais tellement adoré ça à réaliser, que c'était évident qu'il fallait que, enfin évident pour moi, pas encore pour les autres, mais que je passe derrière la caméra encore une fois pour un long. Et avec un sentiment de petite prise de risque quand même, en disant c'est quand même risqué, un premier film, surtout quand vous avez un statut comme ça de comédienne depuis 30 ans. Je pense pas au risque, moi jamais. Je suis une aventurière un peu dans l'âme, mais j'ai pas peur. Enfin voilà, la vie est courte, je suis pas en danger de mort, voilà, c'est un rêve. Voilà. Et non, et alors vous dites une très grosse production, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'argent pour faire ce film, mais c'est vrai qu'au départ, je lisais c'est quoi la définition d'un film d'auteur. Un film d'auteur, c'est quand on vous laisse la liberté de création et quand c'est personnel. Et c'est vrai que a priori, bon, mon père n'était pas égyptologue, mais j'ai eu une enfance pleine d'aventures, avec un père qui n'était pas toujours très rassurant, avec lequel je me suis souvent engueulée. Et donc, c'est ce que j'ai mis dans ce film. Et ça, c'est le cœur du film. Et c'est mélangé à ça un désir, alors moi, de spectatrice, où à un moment, je me souviens, dans un jardin en Bretagne, avant que je me mette à écrire ce film, j'étais avec une bande d'amis et on se disait quand même, on a tous des enfants. Et parfois, c'est compliqué d'aller au cinéma et de faire plaisir à tout le monde, mais vraiment plaisir. C'est-à-dire que tout le monde soit réuni autour de ce plaisir de cinéma et que, moi, le nombre de séances de films, je ne le dirais pas, où j'ai traîné mes enfants et j'ai fait beaucoup de siestes, ou alors j'ai envie d'aller voir un film et je suis avec mon fils et je ne peux pas l'emmener parce que ce n'est pas pour lui, ou il y a un truc qu'il faut faire, non, ne regarde pas, ou voilà, bouge-toi les oreilles. Et on se dit, il y a peu de films. Et on reparlait avec mes amis, enfin voilà, des gens qui étaient là ce jour-là, qui étaient dans le cinéma aussi, de toute cette veine de comédie, d'aventure que faisait De Broca, Rapneau, où il y avait des histoires un peu folles, mais où les personnages jouaient premier degré. Et c'est vrai que ces derniers temps, moi je vais beaucoup au cinéma.
Il y a toute une veine de comédie. Alors, je suis très cliente en plus, vraiment, mais très comédie. C'est-à-dire, quand on regarde le film, on sait qu'on est dans une comédie tout de suite. L'image, les répliques, les gags, il y a un truc, voilà. Moi, j'aime, comme dans la vie, en fait. Et on appelle ça souvent la comédie à l'anglaise, que je trouve quand même incroyable, parce qu'on a su le faire. Mais quand il y a un mélange de tons, mais en fait, comme dans la vie, on vit une comédie à l'anglaise en permanence. On rit à un enterrement alors qu'on n'était pas parti pour rire parce qu'il se passe un truc bizarre, et pourtant on est bouleversé. Et voilà, ce mélange de situations, c'est quelque chose d'extrêmement humain, en fait. Et voilà, c'était tout ça qui a fait que je me suis lancée là-dedans. Alors, pour vous donner une petite idée de cette comédie, je vous propose de regarder la bande-annonce, puis après on va aller au cœur de l'Égypte ancienne que vous abordez dans cette comédie, Le secret de Khéops. Trouvé en ces lieux et importé en France. C'est quoi? C'est Khéops. C'est la fourmi. C'est la marque de Dominique Vivant de Nom. J'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Ah, tu es là, ma grande petite fille. On s'est pas vu depuis 4 ans. T'étais pas là, t'avais disparu. C'est un accueil de qualité, hein. Vous allez où comme ça? Mais moi, je vais chez Vivant de Nom. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans le vieux bureau de Denon? Le trésor de Khéops, tel que Dominique Vivant de Nom l'a dessiné en 1799. Je trouve dur avec ton père quand même, il est hyper sympa. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. C'est le sceau de Khéops. Aurait-il été déposé au château de Joséphine de Beauharnais? En Égypte, ton père était impliqué dans une histoire de fouille clandestine. Oh, dis donc. C'est pas du tout son genre. Mon père, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les règles. Oh putain. J'avais dit non! Enfin, c'est l'aventure qui t'apprend le monde. Il y a 2 fois la lettre alpha. Un message codé de l'emplacement du trésor. Napoléon confie à Dominique Vivant de Nom la mission de déplacer le trésor, peut-être même au Louvre. Le secret de Khéops en salle ce mercredi avec Fabrice Lucchini et Julia Piaton. Clara? Ah bah oui, quelle aventure! C'est ça au moins, c'est un film où on voyage dans le temps, on voyage géographiquement. Il y en a pour tous les goûts, on rit, on a des émotions, parce que c'est vrai que c'est aussi l'histoire d'une rencontre, re-rencontre entre un père et sa fille. C'est haletant, c'est drôle. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que ça ressemble à aucun autre film. On ne voit pas de film comme ça, ou très peu. Et on pourrait penser un petit peu au film de Louis Garrel, L'Innocent, dans l'énergie, dans le côté fantaisiste, et en même temps crédible. C'est une vraie aventure, c'est un très bon film qui n'a vraiment pas la tête d'un premier film, il faut le dire. Bah, j'étais très bien entourée, c'est vrai, j'avais une équipe technique. Voilà, d'ailleurs, Jérôme Tonnerre, il avait fait le Bossu, dans mon souvenir. Il avait participé au Bossu. Bon voyage de Rapneau. Oui, c'est pas un hasard. En hiver, Les femmes du cinéma. Mais Rapneau et De Broca, on sent que ce sont des références... c'était sa cam, moi, il était très... Et aussi les vôtres. Et aussi les miennes, on s'entendait très bien. C'est un très grand scénariste. J'ai eu beaucoup de chance d'être accompagnée par lui. DVD, parce que dans mon film, le premier directeur du Louvre s'appelait Dominique Vivant de Nom, et moi je l'appelais Dominique Vivant de Nom, et un jour je lui envoie une feuille, et entre parenthèses, il m'a mis DVD. J'ai dit, oh mais oui, tellement bien. Voilà. Et alors, faire de Lucchini votre Harrison Ford, c'était un fantasme. Faut oser, ça aussi. Bon, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de cascades dans le film. Fabrice n'est pas... Ah, il court dans le cimetière. Il court dans le cimetière, voilà. Mais non, mais c'est vrai, en fait, moi, je le connaissais un petit peu dans la vie, et il a quelque chose de très exalté, c'est un passionné, il est drôle, il est fantasque en fait, il a quelque chose quand même. Et ce personnage d'aventurier est comme ça, il est agaçant parce qu'effectivement c'est pas forcément un très bon père, il respecte pas les... Voilà, oui, c'est pas un très bon père. Et pourtant, il a un charme fou et il vous embarque. Et Fabrice, il a vraiment de ça, quand même. Et facile ou difficile à diriger? Ah non, facile. Ouais.
facile, extrêmement. Lui, il dit toujours, moi, je suis dans un état second quand je me laisse diriger, je me laisse flotter. Oui, alors c'est vrai que c'était mon premier film. En plus, on m'avait dit, il ne fait jamais de premier film. Bon. Donc la première semaine, il était... voilà, il m'observait, il m'écoutait. De toute façon, c'est quelqu'un... Moi, je trouve que ça dépend des acteurs. Il y a des acteurs qui aiment qu'on les laisse faire la première prise, qui proposent, et puis à partir de là, et c'est ce que j'ai fait avec lui. Et généralement, la première... Mais surtout, il n'en fait pas une pareille. Il invente tout le temps, donc... C'était magnifique. Il sort beaucoup du script ? Non, il sort pas. Non, parce que c'est quelqu'un qui vraiment connaît son texte au rasoir. Puis il en avait des tartines, parce qu'il y avait des grandes... il y avait beaucoup de textes, quoi. Mais il le connaît tellement, il l'a tellement en lui qu'il y a des moments, oui, il sort des pistes et c'est flamboyant, c'est magnifique. Hein. Et j'en ai gardé 2-3 dans le film, ouais. Lui, il s'est vu tout de suite dans la peau d'un aventurier ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il était très, très intrigué. Il me dit, mais enfin... je ne comprends pas du tout comment tu peux me voir dans un truc pareil. D'ailleurs, c'était très drôle, la première fois qu'on a lu le scénario ensemble, il était un peu paumé dans cette histoire de trésor et tout ça. Il me dit, mais t'es sûre ? Et en même temps, par moments, il riait. Voilà, non, ça n'a pas été si difficile de le convaincre. Ça n'a pas été si difficile. En plus, je crois qu'il était... Oui, oui. Heureux qu'on pense à lui pour ce genre de rôle. Heureux qu'on pense à lui pour ce genre de rôle. Et au final, il s'est beaucoup amusé. Beaucoup amusé. Il était très heureux sur le tournage. Et il en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, et puis ça se voit. Je trouve qu'il est très lumineux dans le film. Il y a quelque chose de très tendre, de très détendu. Voilà, il est solaire. Pascaline ? On sent sa jubilation, en fait, quand on voit le film. Et c'est vrai qu'elle est assez communicative. Moi, ça m'a fait penser, effectivement, aux Aventuriers de l'Arche perdue, évidemment, avec un peu de Da Vinci Code aussi, parce qu'on est vraiment... Il y a une enquête. Voilà, il y a une enquête et on est vraiment emmené comme ça dans un chemin, d'un chemin d'indices dans Paris. Et je me suis demandé dans quelle mesure, je vais vous poser la question, dans quelle mesure c'était difficile à tourner, parce qu'on sait tous qu'obtenir des autorisations dans des lieux historiques... Qu'est-ce qui est vrai ? Le cinéma, c'est toujours un mélange entre le vrai et le faux. Qu'est-ce qui est authentique ? Avec quoi vous avez un peu triché ? Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que vous avez dû filouter de temps en temps ? Comment ça s'est passé de monter comme ça ce film ? Alors, déjà, c'est marrant. L'exécution du film et ses difficultés là, dont on va parler, finalement, le mélange du vrai et du faux, c'était déjà dans ce que j'avais écrit. C'est-à-dire que, voilà, j'ai vécu ça tout le long. C'est-à-dire que déjà, vous parliez de Da Vinci Code. En écrivant, moi, c'est ça qui m'a plu, en fait, quand j'avais vu le Da Vinci Code. C'est-à-dire que tout ce qu'on voyait et qu'on allait voir sur Internet, mais oui, ça c'est vrai, mais alors ça veut dire que ça c'est vrai. Et donc, moi, ce qui m'amusait, c'était de prendre des éléments historiques réels et de tisser à l'intérieur... une histoire possible, voilà. Vous disiez que c'était ce que faisaient les complotistes. Oui, parce que les complotistes, c'est ça. C'est-à-dire que si vous tapez là demain, je vous invite tous à le faire, y a-t-il des momies sous la Bastille ? Vous serez surpris de la réponse, voilà. Mais donc ça m'amusait beaucoup. Et d'ailleurs, même moi, en écrivant l'histoire avec Jérôme Tonnerre, en tout cas la partie historique, j'ai trouvé des éléments tellement concordants par moment que je me suis dit, je vais trouver un trésor. C'est pas possible. Non, mais vraiment, tellement, c'était fou, quoi. Et alors après, pour parler de Paris, c'est compliqué, effectivement. Mais alors, une des premières choses que j'avais racontées à mon équipe, je leur ai dit, écoutez, les contraintes ne me font pas peur, elles sont toujours source de création. Parce que j'ai lu beaucoup de livres de cinéma et c'est vrai que souvent, on voit des réalisateurs qui disent, on n'a pas pu avoir ça, du coup, on a fait ça, et c'est un truc que tout le monde aime. Mais bon, je dois dire que 2-3 fois, j'avais rêvé devant le château de la Malmaison et ça n'a pas forcément été possible de tourner là-bas, donc c'est pas tout à fait le vrai, par exemple. Mais c'est pas grave. L'extérieur est vrai, quand même. Il y a des choses vraies, des choses pas vraies, je vous dirai pas. Mais pareil, le Père-Lachaise, on a eu quelques... Voilà, mais... Non, ce que je me suis amusée à faire, par exemple... je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais lu Astérix Obélix, comme beaucoup de gens, Mission Cléopâtre, et quand Obélix casse le nez du Sphinx, ça m'avait beaucoup... Je me souviens de cette naïveté d'enfant qui dit... Oh, c'est Obélix qui a cassé le nez du Sphinx. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil, parce que la tombe de Dominique Vivant-Denon, qui est importante à un moment dans mon film, elle est au Père-Lachaise, elle existe, elle est là. Et j'avais vu des gravures de l'époque de la mort de Dominique Vivant-Denon, donc en 1825. Et sur cette statue, donc c'est lui représenté grandeur nature, tenant entre ses doigts, c'était quelqu'un qui dessinait extrêmement bien, il avait un stylet pour dessiner. Et ce stylet a disparu au fil des ans. Et dans mon film, en fait, je l'ai remis.
Et je le fais casser à mes héros. Pour que je me suis dit, comme ça, les gens qui iront voir le film et qui iront peut-être au Père-Lachaise diront « Oh, c'est Christian Robinson qui a... c'est Fabrice Lucchini qui a cassé le... » Enfin, je me suis beaucoup amusée à... Voilà. Non, il y a eu un truc incroyable, c'est que dans le film, il y a un magasin d'antiquités. Et j'avais décrit le magasin d'antiquités que je voulais, que Voltaire... Sur les quais, rive gauche, en face du Louvre. Voilà, et la repéreuse, donc c'est la repéreuse au cinéma, c'est les gens qui vont chercher des décors, voilà. Et elle rentre dans un magasin d'antiquités, Franck Baptiste, voilà, c'est son nom, et elle lui explique, elle lui raconte l'histoire du film et tout, et là, le type la regarde et lui dit, enfin, pas le type, Franck Baptiste, qui nous a très bien accueillis, lui dit, mais vous savez chez qui on est, là ? On est chez Dominique Vivant-Denon. Ah oui. Donc j'ai tourné la scène d'antiquaire dans le véritable appartement de Dominique Vivant-Denon. Enfin, il y a eu plein de choses un peu... signes comme ça. Il y en a eu plein. J'en ai eu un Victor Hugo aussi. Il y en a eu plein. C'est quoi Victor Hugo ? Victor Hugo, pour vous la faire courte, en fait, pendant le confinement, j'ai découvert Les Misérables, je ne l'avais jamais lu. Ça a été un éblouissement. Et je suis tombée amoureuse de Victor Hugo. Et je voulais que Victor Hugo soit dans mon film. Ça a dû plaire à Lucchini quand on lui avait dit en plus. Oui, et il ne l'avait pas encore à l'époque. Non, c'est drôle. On avait des terrains d'entente, oui. Et donc, je voulais qu'il soit dans le film, mais je ne savais pas exactement comment. Donc, je faisais des allusions à Cosette, avec Jean... Bon, voilà. Et à un moment, je cherche un élément pour l'enquête historique qui fait que mes héros vont aller sous la Bastille, que ça a un rapport avec Dominique Vivant-Denon. Et là, je me rends compte qu'effectivement, place de la Bastille, Dominique Vivant-Denon, donc qui est très important dans mon film, avait créé pour Napoléon un projet de fontaine éléphant qui n'a jamais vu le jour. Les canalisations ont été fabriquées, mais pas la fontaine. Il y avait juste une maquette grandeur nature qui a été abandonnée. Et là, tout à coup, en lisant ça, je me dis, mais cette maquette d'éléphant... je me dis, mais dans Les Misérables, c'est là où il y a une scène extraordinaire où Gavroche recueille des enfants des rues et il les ramène dans son antre. Et son antre, c'est une maquette abandonnée, place de la Bastille, d'un éléphant géant. Et donc, bing, bam, hop, là, Victor Hugo, et je dis, merci Victor Hugo. Et pour mon anniversaire, pour mes 50 ans, je demande à ma famille un autographe de Victor Hugo. On m'appelle et on me dit, bon, tu sais combien ça coûte ? Alors je vois le prix, je fais, ah oui, c'est très très cher. J'étais un peu embarrassée, mais je cherche et je trouve à Hambourg un vendeur d'autographes qui a une petite carte de Victor Hugo, mais elle n'est pas retranscrite. En France, quand vous achetez des autographes, souvent il y a oui, on voit voilà. Mais là, je ne sais pas ce que ça dit. Je vois juste que c'est adressé à une femme. On l'achète, elle est beaucoup moins chère, elle est toute petite, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Je la reçois, je déballe ça, c'est Victor Hugo qui l'a touché. Et je passe toute une soirée à essayer de déchiffrer ce qu'il y a écrit. Et il est écrit, « Chère madame, je vous remercie et je mets à vos pieds tous mes vœux de succès. » Mais non. C'est génial. Et là, j'ai fait... Ça devient inquiétant, ça. Non, et d'ailleurs, avec Victor Hugo, c'était drôle. La veille de la première du Shakespeare, j'étais à la librairie La Une, boulevard Saint-Germain, et je vais m'acheter les tables, son livre dont parle Fabrice dans son spectacle. Les tables de spiritisme. Voilà, c'est un livre comme ça. Hein. Je l'ouvre, clac. Qui est là ? Bonjour, je suis Shakespeare. Oui, ça fait quand donc même Victor beaucoup Hugo, de signes. il y avait plein de signes. Non, mais voilà, c'était un peu magique. Ouais. Et vous avez jamais été tentée de jouer dans votre film ? Jamais. Non. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Non, jamais à 99,999. Vraiment, j'avais pas du tout envie. Ça tombe bien, ce qui nous intéresse, c'est le 0,00. Non, et c'était avant que Julia Piaton me dise oui. On attendait sa réponse. Ouais. Fabrice me demande de venir lire le film avec lui pour voir comment ça fait. Et dans la nuit avant, je me dis, oh, je vais le lire. Ça va être tellement incroyable que Fabrice va me regarder et va me dire, c'est toi. C'est toi qui dois le jouer. Et là, du coup, je me dis, oh, mais j'y arriverai, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, peut-être que voilà. Et j'arrive chez Fabrice, on commence à lire, et au bout de 10 minutes, il me fait, en tout cas, un truc est certain, tu ne dois pas jouer sur... Et là, mon rêve, je dis, bon, allez, je ne jouerai pas. Voilà. Aucun regret, parce qu'elle est extraordinaire. Ah non, mais Julia est merveilleuse, et les deux, ça a été une rencontre. D'ailleurs, la dernière séquence du film, parce que je me disais, moi, ce qui m'a manqué avec mon père, c'est, et avec beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur père ou leur mère, c'est souvent la frustration qu'on ressent intime, c'est de ne pas avoir été vu. De ne pas avoir été vu tel qu'on est, d'avoir toujours un parent qui projette sur nous d'autres choses et un sentiment de ne pas se rencontrer, de ne pas être embrassé dans le sens de aimer pour ce qu'on est. Et donc c'est vrai que dans le film, si on regarde bien, pendant très très longtemps, ils ne se regardent jamais vraiment. Ils sont toujours côte à côte. Les regards se fuient, on ne se voit pas, ou on n'est pas dans le cadre ensemble, ou quand on est dans le cadre, on ne se regarde pas. Voilà. Et la dernière séquence, j'y tenais énormément. Je voulais un long regard en silence entre un père et sa fille. Et au moment où on a tourné la séquence, il se trouvait le hasard parce qu'on n'a vraiment pas tourné dans l'ordre,
Mais ce jour-là, c'était leur dernière séquence ensemble. Et ils se sont vraiment adorés, je sais. Et je leur ai dit, écoutez, on s'en fout du film. Là, il suffit juste que vous pensiez à tout ce que vous avez vécu ensemble le temps du tournage et on y va. Et c'est à l'image. Et au moment du montage, justement, vous vous êtes posé la question du dosage entre l'aventure, après on parlait, et ce côté intime d'un père et d'une fille qui finissent par se trouver après avoir été éloignés et avoir eu des destins parallèles. Vous êtes demandé si à un moment donné ça ne tournait pas trop justement à la comédie familiale ou trop à la comédie d'aventure au détriment de l'autre? Alors, il y avait quasiment tout ce qui est à l'écran était écrit, mais c'est vrai que j'avais un monteur, Francis Vezin, qui est très sensible. C'est lui qui a monté tous les films de Jeannery. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté, notamment pour toutes ces scènes de famille, sensibles. Mais c'est vrai qu'à l'écriture, il y avait des moments assez burlesques, des moments plus comment dire, d'action, d'autres. Enfin, il y a vraiment un grand mélange des genres. Et je me suis dit, bon, pourvu que tout ça, quand j'ai vu l'ours, parce que l'ours au cinéma, c'est quand le monteur, après le tournage, montre au réalisateur le bout à bout, comme ça, de toutes les séquences. Alors, c'était imparfait, mais je l'ai aimé tout de suite. J'ai vu là-dedans, comme un gros bloc de marbre ou de bois, ou je ne sais pas pourquoi, voilà. Mais en tout cas, Mais ça a été un travail, oui, j'ai dû renoncer à certaines choses que j'avais imaginées, qui étaient un peu trop burlesques par moments, et j'ai dû... mais de toute façon, j'adore, c'est ça qui était fantastique, c'est que il y a plein de moments où le film s'écrit. Il s'écrit quand on l'écrit, voilà, littéralement. Il s'écrit au tournage, on réinvente des choses, et je vous dis, les contraintes ou des choses qui ne marchent pas. Moi, j'adorais quand on me disait « ça ne marche pas ». Je dis « ok, alors comment on va faire ?» Je trouvais ça extrêmement amusant, et c'était un défi à chaque fois de trouver comment faire pour trouver des solutions. Et au montage, il y avait aussi des choses qui ne fonctionnaient pas tant que ça. Et là, pareil, il y a plein d'autres étapes dans un film. Le montage, on peut tricher, mais de toute façon, c'est le principe, on peut réinventer encore. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est la post-synchro et le mixage. C'est-à-dire que vraiment, pour mon film, en plus, il y a eu quand même pas mal de souterrains, des ambiances... Moi, je le voyais dans ma tête, il y avait beaucoup de choses au son que je voyais depuis le début. Et je leur disais, vous allez voir, ça va marcher, mais attendez. Et on a fait un gros travail avec le mixeur et le monteur d'ambiance, de résonance, où leurs voix paraissent toutes petites, tout d'un coup, il y a des sons étranges. Oui, des échos dans les souterrains ou dans les pièces très... Et il y avait voilà, à chaque étape, ça... Mais c'est vrai que ça a été un fil et un cap, pas forcément toujours évident à... Mais bon, c'était un premier film, alors j'ai appris. Et je sais qu'il y a des choses, je me suis dit, ok, alors ça, la prochaine fois, je ferai gaffe à ça. Voilà. Bon, déjà, vous nous dites qu'il y a une prochaine fois. J'ai envie, vous le dévoiler. Est-ce qu'il y en aura? Ça y est, vous êtes mordu. Ah non, mais oui. Je veux toujours être actrice, bien sûr, j'adore être sur scène et il n'est pas question de renoncer, mais ah oui, je tourne en rond, là, je fais tous mes tiroirs, je secoue tous mes carnets, je cherche des sujets, non, pas ça, pas ça. Et parce qu'en fait, c'est marrant, dans mes tiroirs, j'ai beaucoup de thèmes très dramatiques. Et je me rends compte quand même... Je l'ai vu au théâtre là avec le Shakespeare et là avec ce film, ce qu'on dit du film, j'aime bien faire rire. Oui. Et j'aime bien la légèreté. Et je crois d'ailleurs, je lisais des interviews de Broca et il disait, par moments, lui-même, il pouvait être un peu blessé parce que c'est comme si la légèreté était parfois synonyme d'insuffisance. Comme si c'était dilué, comme quelque chose qui n'aurait pas beaucoup de goût. Mais la légèreté, c'est vif, c'est bon, c'est lumineux. Non, d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants, parce que souvent les cérémonies de récompense des films dédaignent un peu les comédies en considérant que c'est justement trop léger et pas assez sérieux pour être très drôle, récompensé. Le discours de Franck Dubosc, moi ça a été... C'était le meilleur moment de la cérémonie. Oui, le moment le plus drôle. On vous a pas demandé pourquoi vous avez choisi l'Égypte d'ailleurs comme thématique de l'espérance. C'est quelque chose qui vous fait rêver. Fascination absolue de l'Égypte personnelle depuis mon enfance. J'avais lu le roman de la momie en 6e. J'avais adoré cette histoire. Et le Indiana Jones, le premier, moi, que j'ai voulu revoir instantanément quand je l'avais vu. Et toutes ces légendes égyptiennes... L'Égypte fascine. Après, oui, j'avais lu les correspondances de Flaubert, où il y a tout un passage où il est en Égypte avec Mackay, c'est incroyable. Ducamp. Ducamp, non, voilà, c'était pas Mackay, Ducamp. C'était une fascination totale pour l'Égypte, mais que je partage, je pense, avec beaucoup de gens. Bien sûr. Ouais.
Et alors, la réalisation, est-ce que ça peut être aussi une nouvelle activité intéressante quand on est une comédienne et qu'à partir d'un certain nombre d'années, on sait qu'il y a moins de rôles qui arrivent? Est-ce que c'est aussi une façon de prendre un tournant habilement et joyeusement? Eh bien, je pense que oui. C'est-à-dire que déjà, quand j'avais 20 ans, je me disais, tiens, je vais faire du théâtre parce que je pense que c'est un plan retraite pas mal. Pas parce que... pour plein de raisons. D'abord parce qu'au théâtre, ce qu'on construit, ça dure longtemps. Il y a plus de fidélité au théâtre. Qu'en plus, il n'y a jamais de gros plans. Donc, tout cette histoire de rides, c'est pas un problème. Puisque, voilà, regardez, là, je jouais une jeune vierge effarouchée de 18 ans alors que j'en ai 52. Donc, vraiment, le théâtre est très gentil avec les actrices. Et les plus beaux rôles arrivent, justement, quand on... Voilà. Et le cinéma, oui, être actrice à l'image, je veux dire que ce soit au cinéma ou à la télé, c'est une réalité, hein. Il y a moins de rôles quand ça se relâche. C'est comme ça, on y... Non, mais c'est vrai, c'est pas grave, mais c'est la vie. Mais c'est beau de vieillir, c'est bien, et j'ai pas de problème avec ça. Enfin, c'est pas facile, mais j'ai décidé que j'en aurais pas, en tout cas. Mais je pense que c'est notre responsabilité d'actrice aussi de ressembler aux gens, et que ça fait du bien, et que moi, j'ai adoré Simone Signoret, et que si elle avait fait des liftings, on l'aurait moins aimé. Voilà. Et que... Bon, ça, c'était une parenthèse, mais... Et vous trouvez pas quand même qu'il y a quand même plus de rôles maintenant pour, Si, bien sûr. Quand même, ça... On est moins dans cette dictature de la jeunesse absolue pour l'actrice qu'il y a 30 ans, quand même. Non, toujours un peu. On y est moins, mais elle est là quand même. Mais oui, il y a du progrès, un progrès certain. Mais c'est vrai que ça tombe bien, on va dire ça comme ça. C'était pas par calcul, et je pense aussi que j'ai une hyperactive et que ce métier de comédienne, c'est-à-dire qui consiste principalement à attendre... Alors, on peut initier des projets. Je l'ai fait, le Shakespeare, on l'a initié avec Léna Bréban. Il y a plein de choses qu'il faut savoir initier, bien sûr. Mais globalement, moi, j'ai souvenir quand même, principalement, le début de ma carrière, je vous raconterai pas, le nombre de castings que j'ai passés où j'avais le cœur qui battait et après j'attendais que mon téléphone sonne. On est principalement dans une situation d'attente. On ne crée pas, on attend, quoi. Et tout d'un coup, j'ai trouvé ça tellement dingue d'écrire une histoire folle et après d'avoir une équipe de 80 personnes. Alors, ce que j'allais vous dire, vous êtes hyperactive, mais vous avez envie aussi, il faut avoir envie et être capable de diriger. C'est aussi ça, hein, pour être metteur en scène. Acteur, on se laisse, ou actrice, on se laisse diriger par définition quand on est... Alors moi, je dirais pas diriger, je dirais embarquer. Parce que c'est ça qui s'est passé. J'ai jamais eu l'impression, on m'appelait patronne, au départ j'étais un peu gênée, en fait j'adorais après. mais j'avais l'impression, et c'est marrant, j'étais plus jeune, pas beaucoup, que certains membres de mon équipe qui avaient une très grande expérience, donc j'étais un peu gênée quand on m'appelait patronne, je me sentais pas tellement légitime, mais à la fin, j'avais l'impression d'être leur mère. J'avais quelque chose de... J'étais Jeanne d'Arc, quoi. J'avais l'impression de porter le pavillon et d'embarquer tout le monde derrière. C'était très beau à vivre. C'était vraiment... c'était magnifique. Et parce qu'il y a toujours un rêve de cinéma qui s'exprime, quel que soit l'âge des techniciens qui travaillent avec vous, que ce soit du plus jeune au plus expérimenté, quand même, ce qui nous réunit tous, quand on fait un film, c'est une telle chance de faire ce métier, c'est ce désir de cinéma, quoi. On passe nos journées à parler de cinéma. Là, on était, je vous jure, quand j'étais dans ces souterrains au Vers-sur-Oise, qu'on était dans la salle du Trésor, que j'avais l'impression d'être... parce que vraiment, moi, j'avais un souci j'ai une décoratrice merveilleuse qui s'appelle Mila Preli, et quand vous regardez son CV, elle a plutôt fait des films d'auteur, mais moi je voulais quelqu'un comme elle, c'est-à-dire parce que je voulais qu'elle m'offre un trésor et des souterrains et des décors historiques où il n'y ait pas la patine du Disney, même si j'adore Disney, mais en tout cas non, moi je voulais qu'on y croie, je voulais que ça ait l'air vrai. Et quand on était dans cette salle au Trésor qui ressemblait, selon moi, à ce qu'Howard Carter a dû ressentir quand il est rentré dans le tombeau de Toutankhamon, c'était dingue, quoi, c'était dingue. En tout cas, c'est une grande réussite. Le secret de Khéops qui sort en salle ce mercredi avec Julia Piaton et Fabrice Lucchini. Alors, il y a quelques jours ont eu lieu évidemment les cérémonies des Césars et des Oscars. On va revenir un petit peu sur le palmarès, sur vos joies, vos enthousiasmes, peut-être vos déceptions. Sur les cérémonies en tant que telles Vous savez d'abord que je dois dire que
pour faire le lien avec votre film, on dit que la statuette des Oscars est inspirée d'un dieu égyptien, le dieu de la création. Vous savez, cette petite statuette, tiens, alors, pardon, pour en revenir au palmarès. Enfin, la cérémonie en tant que telle des Césars, écoutez, on espérait que pour le 50e anniversaire, ce soit un peu la fête. C'était un peu tristoun quand même. Hein. Tout le monde était en noir. À quelques oui, alors déjà, ouais. Mais non, à part Camille, qui était en rouge. Camille était en rouge, et d'ailleurs, ça lui a porté chance. Oui. Mais on espérait peut-être un peu plus de joie, un peu plus de folie, de fantaisie. Alors, à quelques exceptions près, vous parliez de Franck Dubosc, qui a fait un sketch remarquable avec son Césario, celui qui n'a jamais remporté de César. Je dois dire que Jean-Pascal Zadi était plutôt drôle et a lancé quand même la cérémonie sur une note humoristique. Après, c'était assez... Karim Leclou, c'était beau ce qu'il a dit. C'était très beau. C'était très beau. Ouais, c'était très beau, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Lara, c'était quand même un peu... on va pas dire l'encéphalogramme plat, mais ça manquait de fête. On se dit pour les 50 ans, on attendait quelque chose d'un peu plus festif. Il y a eu beaucoup de discours sur l'état du monde qui est effectivement anxiogène, inquiétant. Et l'idée n'était pas du tout de complètement oblitérer ça, mais de la même manière que vous disiez tout à l'heure, que la vie est faite à la fois de moments de fête et de joie et de moments plus graves, on aurait peut-être aimé un peu plus de contraste et un peu plus de vie. Là, on sentait tout le monde un petit peu grave. Ouais. Et c'est vrai que les discours, les performances dont on a parlé de Jean-Pascal Zadi et Franck Dubosc ont fait du bien. Julia Roberts, on peut dire que le sourire de Julia Roberts peut-être compensait toute l'absence de sourire qu'on a vu un peu à droite à gauche. Et puis aussi son discours qui était quand même assez léger. Oui, franchement, c'était service minimum. Ouais. Mais après, oui, voilà, il y a eu... moi, personnellement, je suis assez ravie du résultat. Le palmarès, oui. Ouais, surtout les surprises. Alors, dans les révélations qui sont pas forcément des surprises, mais les révélations masculines et féminines, Abou Sangaré, pour l'histoire de Souleymane, est amplement méritée. C'est mon favori. Voilà, au-delà de l'histoire de cet acteur migrant qui a été régularisé grâce au film, grâce au succès du film qui lui a donné beaucoup de visibilité. Au-delà de l'histoire, il est absolument formidable dans le film, et le film est excellent. D'ailleurs, il a eu pas mal de récompenses. Maïwenn Barthélémy dans 20 dieux aussi, qui est agricultrice et qui se retrouve à avoir un César, totalement mérité. Et moi, j'étais ravie des récompenses de meilleur acteur et meilleure actrice, parce que pour le coup, c'était les outsiders. On attendait peut-être davantage les acteurs de Monte Cristo ou de L'Amour ouf, qui étaient un peu les deux grands attendus de la soirée, voilà, et en fanfare. Moi, je trouve que Karim Leclou, dont le discours a fait du bien, ce discours sur la gentillesse, moi, je le trouve super dans le roman de Jim, Afzal Hersi aussi dans Borgo. Ouais. Tous les deux, je les ai trouvés parce que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas des rôles à performance, c'est des rôles qui jouent des gens normaux, la normalité. On peut dire, bah oui, mais ils ont rien à jouer. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile parce que c'est des personnages ambigus, des personnages qu'on pourrait vite prendre en pitié ou en tout cas qu'on pourrait vite prendre de haut. Et je pense que leur jeu, la subtilité de leur jeu, fait que ce sont des personnages avec lesquels on est dans une énorme empathie. Et je pense que pour ça, il faut vraiment avoir du talent. Et ils les rendent charismatiques en plus. Voilà, c'est ça. Et qu'il ne suffit pas, même si c'est très bien aussi de mettre un faux nez et de tirer sur quelqu'un un bout portant ou de mettre du faux sang, c'est de la performance et le cinéma est fait de ça aussi. Mais moi, cette subtilité, je suis ravie qu'elle ait été récompensée. Vous êtes d'accord, Clara ? C'est-à-dire que oui, on a récompensé des natures. On n'a pas récompensé des acteurs de composition. On n'a pas récompensé les performances qui ont été celles de Pierre Ninet dans Le Comte de Monte Cristo ou même de Benjamin Laverne dans Fanfare, parce que c'est une vraie performance. Finalement, c'est marrant parce que c'est l'opposé des Oscars où on a l'habitude de récompenser les performances. Là, on récompense les natures. Alors, est-ce que c'est un héritage de la nouvelle vague où finalement, il faut être proche de ce qu'on est ? Voilà, c'est vrai que c'est ce qui ressort cette année, notamment à travers le prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice, parce que Afzia Hersi, c'est pareil, c'est une nature. Alors, elle fait des choix très intéressants, elle est exigeante, mais on peut se demander, malgré tout, si ces deux comédiens, aussi bons soient-ils, est-ce qu'ils sont capables de tout faire. Voilà, c'est vrai. Alors que, par exemple, un Pierre Ninet, je pense qu'on a pu constater qu'il était capable de faire beaucoup de choses, y compris des personnages très éloignés de lui. Voilà.
Il y a une petite déception quand même de l'absence d'enfants phares. Oui, bien sûr. De Monte Cristo. Ouais. Monte Cristo qui a été récompensé par deux Césars techniques. Alors Pascaline va dire, non, mais de toute façon, ils ont fait 9 millions d'entrées, donc ça va, ils ont déjà. Puis ils ont le César des lycéens. Donc, Il l'a dit lui-même, j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer Pierre Ninet qui a dit notre vraie récompense, c'est la réception du public. Voilà. Un peu pour les autres. À choisir. Vous avez suivi, Barbara, un petit peu les Césars? Ah oui, bien sûr, j'ai regardé, oui. Et non, oui, Et vous avez eu le temps d'aller au cinéma pendant que vous tourniez, montiez, tout ça ou... Non, mais comme je vote pour les Césars... Ah oui, vous avez reçu la boîte magique. J'avais vu quasiment tout. Ouais. Voilà, et j'avais voté. Et non, j'étais moi aussi contente. Enfin, j'étais embêtée parce que j'avais un chouchou, moi, c'était Benjamin Laverne. Mais Pierre Ninet est magnifique aussi. Et moi, mon film préféré là, cette année, c'était vraiment l'histoire de Souleymane. C'était un film... parfait parce que divertissant et pourtant traitant d'un sujet quand même voilà et puis beau et bien réalisé et bien écrit. Enfin vraiment, je trouve que c'était la perfection ce film. Les Oscars, vous devez être contente aussi, Pascaline, pour les Oscars, non? Oui, moi je suis très contente de Anora, que j'ai beaucoup aimé, donc je suis ravie. L'actrice était voilà, l'actrice est super, Mickey Madison est super, Adrienne Brody c'est ultra mérité aussi. Vous n'avez pas déçu pour Demi-Moore quand même? Parce que vous la défendiez beaucoup quand même. Un petit peu quand même. En fait, ne brûlez pas ce que vous avez adoré, Pascaline. Non, je renie pas, mais j'ai beaucoup aimé Mickey Madison aussi. Et Demi-Moore, si on est déçu, surtout Demi-Moore, c'était un peu ça. On ne sait pas si elle aura d'autres chances. Voilà, c'est ça. C'est comme Timothée Chalamet. Je ne suis pas hyper déçue parce que, pareil, j'ai préféré la performance d'Adrienne Brody et Timothée Chalamet aura d'autres occasions. Non, je suis assez contente. Un peu déçue pour Emilia Pérez. Alors, c'est ce que je me demandais. Est-ce que je suis déçue pour Emilia Pérez? Un petit peu, parce que je trouve que c'est un vrai grand film de cinéma et que c'est un film audacieux. Malheureusement, je pense que les tweets malheureux et maladroits est un mot trop faible pour les tweets de Carla Sofia Gascon ont ruiné les chances du film. C'est le cas. On a pu voir d'ailleurs la tension manifeste entre Audiard et elle, César, notamment. Heureusement, Zoé Saldana est récompensée, elle le mérite amplement. Donc, mais je trouve que récompenser Anora, The Brutalist et Emilia Pérez, c'est récompenser des films forts avec des propositions très singulières. Et The Substance manque un peu à l'appel là-dessus. Mais donc moi, je suis plutôt contente de ce palmarès. Clara, vous avez fait des portraits de... moi j'ai eu mes chouchous, tous mes chouchous ont gagné. Alors Kieran Culkin, oui aussi, mais oui, j'étais folle de joie parce que d'abord il va avoir du coup un 4e enfant a priori parce qu'il avait demandé à sa femme après les Golden Globes pour Succession si elle était d'accord pour qu'ils aient un 3e enfant et à la sortie de ça il a dit le prochain c'est vraiment si tu as un Oscar. Donc alors là il est parti pour agrandir la famille. La mère de 4 enfants. Non, ce qui est intéressant avec ces films, Anora, The Brutalist, c'est que finalement, ce sont des films indépendants. Et c'est le retour des films indépendants aux États-Unis et on peut que s'en réjouir parce que, voilà, on en a beaucoup aimé, certains, je pense, comme ça, en vrac, Little Miss Sunshine, par exemple. Et puis, à un moment, ils avaient un peu disparu, ces films. Et là, c'est le retour de ces films-là qui sont des vrais films de scénaristes, qui apportent un truc un peu singulier par rapport aux films de studio, et on ne peut que s'en réjouir. Les Oscars, pareil, vous avez un peu... J'ai pas du tout... Non, j'ai pas suivi, j'ai juste vu un petit peu le palmarès comme ça, mais j'ai pas vu Real Pain, ça a l'air super. C'est extraordinaire. Ouais, ça, je vous invite tous à y aller. Parlons un peu de Real Pain, parce que c'est en salle. Il est en salle, ça y est, vous pouvez y aller. Le film de Jesse Eisenberg, qui réunit donc à l'écran Jesse Eisenberg lui-même et Kieran Culkin, qui jouent 2 cousins partis dans un voyage organisé en Pologne sur les traces de leur grand-mère qui était rescapée des camps et qui est décédée peu de temps avant leur voyage. Et c'est 2 garçons diamétralement opposés qui vont finalement se rapprocher pendant ce voyage, se retrouver parce qu'ils s'étaient un peu éloignés. Et c'est une merveille d'écriture, d'interprétation, de sensibilité. Vraiment, je vous invite à aller voir ce film. D'ailleurs, c'est un peu sur ce modèle-là, c'est à la fois une comédie et un drame. Enfin, c'est une comédie parce qu'il y a beaucoup d'humour, en même temps sur un sujet très, très grave. C'est ce qui est le plus difficile à faire, que vous avez très bien réussi et ce qu'on aime voir au cinéma, je trouve. Alors moi, je suis entièrement d'accord. J'ai trouvé que c'était
comme vous le disiez, le juste milieu entre l'humour, la tendresse. C'est jamais cynique, c'est jamais grinçant. Ça se regarde pas filmé, ça se regarde pas tourné. Et pour moi, c'est un film très beau. C'est un film sur la distance. Pour moi, la distance qu'on met entre son passé, parce qu'ils sont sur les traces de leur grand-mère, la distance qu'il y a entre des membres d'une même famille qui s'éloignent, qui se rapprochent. On peut aussi voir, il y a des choses sur la distance entre les États-Unis et l'Europe, qui sont une question qui est plus que jamais... océan entre nous. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'en voyant ce film, moi, je ne pouvais que y penser aussi. Et en parlant de toutes ces formes de distance, on y réfléchit aussi soi-même dans son siège de spectateur. On se dit, mais moi, quelle est ma distance avec mon passé, avec l'histoire, avec les membres de ma famille? Et on a ce personnage qui est génialement interprété par Kieran Culkin, qui, lui, brise toutes les barrières, qui franchit justement les distances un peu sociales, et qui, en étant culotté, en étant arrogant parfois, en étant maladroit, fait éclore la vérité. Et c'est magnifique à regarder, vraiment, c'est super. Et vous voyez, Jesse Eisenberg n'a pas hésité, lui, à jouer dans son propre film. Oui. Peut-être un jour, je m'écrirai un petit truc, mais je n'avais pas du tout envie, vraiment. Hein. J'avais envie d'être au cadre, de voir, ouais. Et puis pour un premier film, c'était quand même cumuler les... Oui, et puis là, voilà, il y avait beaucoup d'enjeux, voilà, donc il valait mieux ne pas... Et puis surtout, j'étais vraiment animée par un désir de cinéaste, et je voulais pas une seule seconde qu'on puisse penser que je m'offrais un truc parce que j'avais pas eu ce que je voulais avant. Voilà, je voulais pas... Voilà, c'était pas ça. Du tout, ça ne se situait pas là. Pascaline, autre chose? Non, du coup, j'avais envie de vous poser une question rapidement. Vous parliez de votre envie de cinéaste. Et alors, on n'a pas vu malheureusement de femmes beaucoup récompensées de cinéastes au César cette année, mais j'avais envie de vous demander si tout ce mouvement qu'il y a eu ces dernières années, où on met en valeur les femmes cinéastes, les femmes créatrices, dans quelle mesure il vous a porté ou pas? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que ça vous nourrit en tant que cinéaste, cette réflexion-là? On va dire qu'il me donne envie comment dire, surtout avec un film comme ça, parce que c'est marrant, j'écoutais une émission de cinéma il n'y a pas longtemps, et il y avait Jeanne Herry, j'écoutais, qui était avec Sophie Le Tourneur. Et elle parlait des budgets qu'on confie aux femmes, par exemple, et ils sont quand même moins importants que ceux qu'on confie à des hommes. Et ben moi, pour mon premier film, j'ai eu pas mal de sous, et je souhaite à plein d'autres femmes aussi. C'est la Catherine Bigelow française. En fait. J'aimerais bien, si vous me souhaitez ça, j'adorerais. Mais c'est vrai, il y a aussi c'est comme si nous, les femmes réalisatrices, on était cantonnées à un genre de cinéma quand même un peu. Il y en a de plus en plus, mais c'est du cinéma intime, sensible, social. Mais c'est pas un vilain mot de vouloir faire du grand public ou de... Moi, vraiment, mon ambition, c'était de faire un film grand public intelligent. Bon, bref. Et donc, avec des moyens, et voilà, faire du... Mais c'est vrai que quand on regarde les films grand public, c'est un peu le territoire des garçons. Et pourquoi? Eh bien non. Attention, les filles arrivent aussi. Vous avez su convaincre dès le début tout le monde, justement, vous avez embarqué tout le monde... Je crois que c'est parce que vous êtes assez bonne pour vendre les projets, non? J'ai fait des petites études de commerce, et oui, j'avais un père qui me disait t'es bonne pour faire du commerce, et je comprenais pas ce qu'il me disait, mais n'importe quoi, c'est vraiment... Et ça m'est revenu quand j'étais en train de faire le film. Je dis en fait, je suis pas bonne pour vendre, enfin si, mais quand je crois à quelque chose, quand je suis animée par quelque chose vraiment, je suis capable de bien convaincre. Ouais. Autre coup de cœur? Oui, je vous envie votre pouvoir de conviction, parce que j'espère que je vais convaincre un maximum de personnes d'aller voir Black Dog la semaine prochaine, qui est un film chinois de Gang Hu, qui a été distingué à Cannes, qui a eu le prix Un certain regard. Moi, j'ai adoré ce film. Certains ici connaissent ma passion, mon tropisme pour les chiens et les animaux, enfin les chiens, les films avec des animaux dedans. Là, c'est l'histoire d'un homme qui revient dans sa ville natale en Chine en 2008, au moment des JO de Pékin. Alors, c'est pas à Pékin, c'est dans une ville paumée près du désert de Gobi. Voilà, c'est vraiment... Et la ville va être complètement remaniée. Donc, des quartiers ont été rasés, les gens sont partis et ont abandonné leurs animaux, leurs chiens. Lui arrive dans cette ville, il est un repris de justice, il n'a rien de latent, il se fait enrôler dans la patrouille qui est chargée d'attraper ses chiens, et il va s'attacher à un chien noir. On comprend tout de suite le parallèle entre ces deux êtres laissés pour compte, abandonnés, qui vont apprendre l'un au contact de l'autre à s'apprivoiser, à retrouver de l'attachement, de l'humanité. Mais ça, c'est vraiment le truc le plus évident, et ça va au-delà de ça. C'est vraiment un film qui parle déjà de la Chine,
l'exode rural, l'autoritarisme, le rapport qu'on a au vivant, le fait que voilà, c'est tout ce qui déborde, tout ce qui fait peur, tout ce qui n'est pas dans la droite ligne de ce qu'on va faire pour le progrès, doit dégager. Ce sont les animaux. C'est un film très attachant, c'est un film très beau qui emprunte au code du western, on le voit. C'est beau l'image. C'est très beau, c'est très beau. Belle photo. Voilà, c'est vraiment il y a vraiment des scènes de western. On voit ces buissons là, qui sont vraiment l'image emblématique. Là, dans le désert de Gobi, c'est ça. Voilà, c'est un film à l'image qui peut sembler très aride parce qu'on est dans le désert, c'est très minéral, mais qui est extrêmement chaleureux. Parce que c'est presque sous une forme de polar. Non, pas du tout. On ne sait pas très bien. C'est l'histoire d'une rédemption, c'est l'histoire de deux êtres qui se réapproprient leur liberté, en fait, qui en s'attachant l'un à l'autre deviennent plus libres. Et voilà, avec des images sublimes. C'est un peu de Pink Floyd. Oh, ça donne envie. Et il y a du Pink Floyd aussi, c'est vrai. Voilà. Donc je conseille vraiment d'aller voir Black Dog. Quand ça arrive, on ne sait pas très bien d'où ça sort. Déjà, je me dis comment ils ont eu l'argent pour... parce que des droits de Pink Floyd, je me dis waouh, quoi. Et non, c'est super. Allez-y. Clara, on va rester en Asie, puisque moi je recommanderais Yokai, Le Monde des Esprits, qui est un film d'Eric Koo, qui est un cinéaste singapourien. Et ce film, avec Catherine Deneuve, se passe à Tokyo. Elle joue une chanteuse célèbre qui va donner un concert à Tokyo. Et après son concert, elle va boire un petit verre de saké et elle tombe raide sur le bar. Elle meurt, mais ce n'est pas la fin du voyage, puisque le film va passer dans l'au-delà. Et elle va faire un voyage avec l'un de ses plus grands fans japonais. C'est un film un peu onirique. Catherine Deneuve est magnifique. Elle prête tout son talent et son aura à son personnage. C'est un film qui fait du bien. C'est contemplatif, mais pas rasoir. Et je vous dis, avec une grande Catherine Deneuve. Un peu de série télé. Un peu de série. On est dans The White Lotus, 3e saison qui est repartie il y a 3 semaines. Je crois que le 3e ou 4e épisode va être diffusé cette semaine. Et donc The White Lotus, c'est cette série... chaque saison peut se regarder indépendamment les unes des autres, puisque l'histoire est différente à chaque fois, mais c'est toujours un groupe d'occidentaux plutôt aisés, voire très aisés, aussi aisés que névrosés, qui va passer des vacances dans un endroit sublime et luxueux. La première saison, c'était Hawaï. La deuxième, c'était la Sicile. Ouais. Là, on est en Thaïlande. Généralement, il y a une histoire de meurtre pour tenir quand même... Ça commence toujours par un épisode dramatique. C'est un truc dont on n'est peut-être pas forcément fier toujours. Et je trouve que le côté identification, catharsis marche très très bien. Ou alors, si on n'y arrive pas, on peut les juger et c'est très agréable. Aussi. Voilà. Alors, on les juge autant qu'elles-mêmes se jugent. Donc, du coup, c'est fabuleux. En tout cas, c'est vrai que ça donne des envies d'ailleurs, un peu de luxe malgré tout, parce que ce sont des hôtels absolument magnifiques. Et puis, ils nous sortent toujours des comédiens dont on ne connaît pas forcément le visage et le nom. Et d'ailleurs, après les 2 premières saisons, beaucoup on fait plusieurs films, etc. Donc là, on voit ils ont été repérés grâce à la série. Vraiment, c'est un vivier de jeunes acteurs. Ouais. Là, on voit apparaître Patrick Schwarzenegger, qui est le fils d'Arnold et de Maria Shriver, qui est assez détestable, mais formidable. Odieux. Alors, Charlotte Lebon, on la connaît, nous, en France. Elle a un petit rôle, mais... on est toujours content de faire un cocorico quand on a un acteur français dans une série américaine qui cartonne. Voilà, Michel Monaghan qu'on retrouve. Le cast thaïlandais aussi, Lisa, qui est une des chanteuses de Blackpink, qui est bien aussi, parce qu'il y a aussi tout un discours. Et une autre série pour terminer, une dernière série? Moi, j'invite tout le monde à regarder Severance, qui est une série qui en a cette 2e saison. C'est disponible sur Apple et c'est un thriller dans une petite ville paumée sous la neige. Il y a une entreprise qui fait appel à des employés qui utilisent une technologie particulière. Elle leur implante une puce dans la tête pour que quand ils sont au travail, c'est juste ils ont une personnalité au travail. Ils n'ont aucun souvenir de leur vie en dehors du travail. Et inversement, dès qu'ils sortent de l'entreprise, leur vie en dehors, ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils font au travail. Le prétexte de l'entreprise, c'est vous manipuler des données tellement sensibles qu'on veut que les choses soient séparées. Bien sûr, c'est un thriller, donc on va découvrir petit à petit que c'est un peu plus compliqué que ça.
Mais au fond, c'est surtout une série sur la souffrance au travail, sur l'aliénation par le travail, sur les questions que ça pose aujourd'hui, avec un ton très grinçant, une esthétique très pop, parfois très 60s. Moi, ça me fait penser parfois à des films de Jacques Tati, dans ce côté un peu fonctionnel, ces grands bureaux blancs où on ne sait pas, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font, hein, c'est complètement absurde. Voilà, c'est absurde, cynique, thriller, actuel, et vraiment, je vous encourage à la regarder. C'est sur quelle plateforme? Apple TV. Apple TV, et White Lotus, c'était Max. Max. Le cloisonnement vie privée, vie professionnelle, c'est le rêve des RH, en fait, cette série. Ah, mais complètement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Des gens qui ne se plaignent jamais, qui, de toute façon, ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour qui c'est pas un problème, ils n'ont pas de frustration puisqu'ils n'y réfléchissent pas le soir quand ils rentrent chez eux. Donc, Barbara Schultz, vous regardez un petit peu les séries, j'imagine. Oh ouais, vous en nourrissez, ça vous donne des idées? Pas du tout. En fait, j'en regarde peu. Vous les regardez vraiment comme spectatrice Ouais. Pure. Même si je m'en réalisais une. Ah, bah dites-moi. Ah oui, on m'a proposé de réaliser la série écrite par Laurent Tirard. Voilà. Formidable. Et que je devrais faire en 2026. Voilà. Donc oui, je regarde des séries, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut que je l'attrape tout de suite, la série, parce que si j'ai loupé une série, que j'arrive et que je vois qu'il y a 3 saisons, je ne peux pas. Ouais. J'ai trop de choses à faire dans ma vie pour me dire, je vais passer... Non, c'est trop. Donc je regarde, j'essaie de... Voilà. J'aime bien les mini-séries. Non, j'avais adoré The Offer, vous aviez vu ça? Non. Oh The Offer. C'est sur le tournage du Parrain. Ah, si, bien sûr, oui. Ah, ça, j'avais adoré. Voilà. Non, là, je suis dans Shogun, mais c'est un peu compliqué. Et on a, voilà. Mais beau, intéressant. Est-ce qu'on a la tentation de regarder l'écriture d'une série quand on est soi-même dans l'écriture? Non, de la série. De voir les ficelles, de voir le... Non, je me laisse, je suis spectatrice. Vraiment spectatrice. Ouais. Vous arrivez à faire justement cette fracture entre... En fait, quand je regarde un film ou même... j'arrive à être à la place de spectatrice. Après, il m'est arrivé de décortiquer des films. J'adore faire ça. C'était une amie réalisatrice qui m'avait dit, fais ça. C'est pas quand on aime un film, hein, de vraiment... je le regarde et j'écris séquence par séquence. Et comme ça, je vois comment il est construit. Enfin, c'est très instructif. Voilà. Quand vous avez fait Le Secret de Khéops, justement, vous êtes quand même inspiré d'un film précis ou de plusieurs films. On a parlé des influences, des films d'aventure que vous avez aimés. Le Rapno que j'aimais beaucoup, qui était une réconciliation père-fils, c'était Tout feu, tout flamme, avec Adjani et Yves Montand. Voilà. Il y avait beaucoup de choses que j'aimais dans ce film. Et voilà. Et sinon, le reste, non. Non, parce qu'en fait, dans les films d'aventure, oui, on parle d'Indiana Jones, mais mon film, il ressemble... À part le fait qu'il y ait des souterrains, qu'il y a un peu d'Égypte et un peu de momie, il y a quelque chose d'un peu Spielbergien qu'il n'y a pas du tout dans mon film. Alors que, par exemple, un film comme The Lost City of Z, toute l'ambiance, quand ils sont dans les temples, qui est plus réaliste, plus... Voilà. Donc, c'était... Voilà, j'avais plein d'influences. Ou alors Les Aventuriers de Robert Enrico, que j'avais adoré avec... Ventura et Delon, un peu nouvelle vague, où d'ailleurs on trouve au niveau construction scénario, c'est très étrange. Et d'ailleurs plus film d'auteur qu'un voilà, film, parce qu'ils trouvent le trésor au milieu du film, par exemple. C'est pas juste une histoire de chasse au trésor, mais il y avait quelque chose de brut et de vrai dans l'image. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous conseille à tous vraiment d'aller voir Le Secret de Khéops en salle ce mercredi avec Fabrice Lucchini et Julia Piaton, signé Barbara Schultz. Merci infiniment d'être venue. Merci Pascaline, merci Clara. La semaine prochaine, nous recevrons le grand chef d'orchestre Hervé Niquet à la tête du concert spirituel. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.